Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous de l'expertise, l'espace de débat et d'échange des professionnels de la coopération technique internationale. Nous sommes en direct depuis Paris, dans les locaux d'Expertise France, l'agence française de coopération technique et internationale. Je suis Cléa Chakreverti, je suis journaliste et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous accueillir autour d'un enjeu clé, la protection sociale. Alors, la pandémie de Covid-19 nous a rappelé le fossé existant entre les populations et aussi entre les différents niveaux de protection à travers le monde. Donc, savez-vous, je vais vous donner quelques chiffres, savez-vous par exemple qu'aujourd'hui, si 90% de la population européenne de l'Ouest bénéficie d'un système de protection sociale, ce n'est le cas que pour 40% de la population dans les pays arabes. Et c'est seulement le cas pour 17,4% de la population sur le continent africain. Alors, on peut se poser la question, comment ces disparités peuvent-elles être réduites? Quels systèmes peuvent être mis en place et sur quelle base? Et puis, surtout, comment peut-on prendre en compte les dynamiques locales et les défis financiers que vont poser ces enjeux de protection sociale? Et enfin, surtout, quel peut être le rôle très concret de la coopération internationale en la matière et sur le terrain? Alors pour le savoir, je vous propose d'écouter nos experts dans un petit instant. Bien sûr, vous restez avec nous, nous allons aborder toutes ces questions. Nous allons avoir des témoignages, des vidéos et puis surtout vos questions. Pour ce faire, je vous invite donc à nous suivre sur la nouvelle plateforme des rendez-vous de l'expertise. Je vous redonne le site, c'est www.rdvexpertise.fr. Vous pouvez d'ailleurs réagir à travers le chat qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez bien sûr nous suivre également sur les réseaux sociaux, donc hashtag RDV Expertise. Nous sommes donc sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. Et bien sûr, vous pouvez réagir, envoyez-nous vos questions, nous les prendrons au fur et à mesure des interventions. Je rappelle que vous nous suivez actuellement depuis 42 pays, notamment la France, le Maroc, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Sénégal et également la Guinée. Alors tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter nos invités, je voudrais vous présenter une courte vidéo qui va nous donner un ensemble des enjeux, un panorama sur les enjeux liés à la protection sociale. Merci. La crise de la Covid-19 a massivement accru l'extrême pauvreté et creusé les inégalités dans le monde. Car la situation sanitaire fragilise d'abord les pays dont les systèmes de santé, d'emploi et de protection sociale sont les moins développés. En 2020, seulement 46% de la population mondiale bénéficiait d'au moins une prestation de protection sociale. Dans les pays à faible revenu, seul 1,1% de leur PIB est consacré à la protection sociale. Un financement insuffisant qui exclut les plus pauvres, mais aussi les classes moyennes. La pandémie a fait basculer de nouvelles populations dans la précarité, à commencer par les travailleurs indépendants et non salariés, rendus aujourd'hui extrêmement vulnérables. Les inégalités entre les femmes et les hommes ont également augmenté, ainsi que les cas de violence familiale. Dans ce contexte, la protection sociale a fait l'objet de toutes les attentions à mesure que se diffusait l'épidémie de Covid-19. Si de nombreux gouvernements ont pris en urgence des mesures sans précédent pour protéger leur population, d'autres, dépourvus de moyens et de politiques, ont subi la crise. Mais au-delà, ce choc sanitaire a révélé aux sociétés l'importance de se protéger contre des nouveaux risques systémiques de même nature, tels que ceux liés au climat ou aux catastrophes naturelles. Comment mieux prendre en compte les leçons de cette crise de la Covid-19 et comment améliorer la couverture des populations par les systèmes de protection sociale de manière durable? Pour Expertise France, c'est l'occasion de rappeler que la protection sociale doit plus que jamais être placée au cœur des politiques sociales. Grâce à une approche collaborative basée sur la co-construction avec les pays partenaires, Expertise France favorise les échanges et l'adaptabilité des modèles au regard des besoins de chaque pays. Dans de nombreux pays, des programmes collaboratifs mis en place ont eu des effets immédiats. Comme au Pérou, avec le programme européen SocioPlus qui vise à accompagner les créations d'emplois de qualité et faciliter l'accès à la protection sociale. En Jordanie, l'attention est portée sur le renforcement de la cohésion sociale. Le projet Stronger Together appuie le transfert de compétences de protection sociale de l'État vers les acteurs de la société civile. À Maurice, l'ambition est d'améliorer l'accès à la protection sociale par un ciblage approprié des populations et une meilleure prise en compte de leurs besoins. En Géorgie, la France met en œuvre une série de projets pour aider à bâtir un système de protection sociale contemporain et capable de s'adapter aux différents chocs externes, sanitaires ou climatiques. L'accès à la protection sociale est un droit humain fondamental qui confère le droit à la dignité et à des conditions de vie décentes pour tous.
Il permet d'assurer une meilleure santé de la population, de promouvoir des emplois décents, mais également d'éliminer l'extrême pauvreté, de réduire les inégalités et de contribuer à la paix sociale. Ainsi, les États ne doivent plus l'envisager comme une réponse à un choc exceptionnel, mais plutôt comme un atout pour le développement durable. Alors, pour débattre de ces enjeux, j'aimerais tout d'abord vous présenter nos invités. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir ici à Paris Madame Frédérique Leprince. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Madame Frédérique Leprince. Donc, je rappelle, vous êtes directrice de la mission des relations européennes, internationales et de la coopération de la Caisse nationale des allocations familiales. Vous avez notamment contribué à plusieurs missions pour Expertise France, notamment en Amérique latine. Madame Anne Beignet, bonjour. Bonjour Claire. Vous êtes chercheuse, vous êtes conseillère résidente de jumelage, experte en protection sociale pour la Commission européenne. Absolument. Et vous êtes actuellement basée en Jordanie. Vous gérez un projet de jumelage pour développer la sécurité sociale jordanienne en particulier. Vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Et puis avec nous, à distance, j'ai le grand plaisir de vous présenter Monsieur Audrius Bitinas. Monsieur Audrius Bitinas, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, vous êtes vice-ministre du ministère de la Protection sociale et du Travail de Lituanie et vous avez également travaillé sur des projets en Géorgie. Et bonjour. Et Monsieur Hassan Boubrik, enfin, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale au Maroc. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors j'ai envie de commencer un petit peu ce débat par une première question qui est plutôt d'actualité. C'est de comprendre un petit peu comment la protection sociale peut jouer lors de situations d'urgence, en particulier la crise de Covid, la pandémie sanitaire. Peut-être pour commencer, Madame Leprince, vous pouvez nous redonner un petit peu de contexte, comprendre un peu comment le modèle français a pu réagir, a pu être aussi peut-être fragilisé par cette crise ou au contraire sa résilience. En fait, en France, nous avons la chance d'avoir un modèle de protection sociale qui est assez robuste et qui est universel. Et du coup, nous avons pu réagir rapidement puisque nous avions déjà les mécanismes mis en place. Donc, nous avons pu continuer à verser les aides sans délai et même nous en avons versé en avance. Nous avons versé des aides financières exceptionnelles. Nous avons aussi continué à verser les minima sociaux sans demander de justificatif. Nous avons aidé les personnes qui perdaient leur activité professionnelle, qui ne pouvaient plus travailler à cause du confinement. Et il y a deux points sur lesquels j'aimerais insister, c'est aussi, parce qu'ils sont peut-être moins connus, c'est que nous avons aidé les organismes qui devaient fermer. Je pense par exemple aux crèches qui devaient fermer et qui ne pouvaient plus accueillir d'enfants. Nous avons augmenté les subventions pour qu'elles survivent à la pandémie. Et autre point, pour les personnes qui devaient continuer à travailler, par exemple le personnel soignant, nous avions un site et nous avons toujours un site qui s'appelle monenfant.fr et que nous avons mobilisé tout de suite avec les préfets pour mettre en relation les parents qui devaient avoir un mode de garde pour aller travailler et les modes de garde qui devaient réouvrir pour répondre à leurs besoins. Donc comme nous avions déjà ce système, ça a été assez facile. Et cela me conduit en fait à une observation, c'est que la protection sociale, on a bien vu à travers cette pandémie combien la couverture santé est extrêmement importante, mais qu'elle ne se résumait pas à ça. Elle passe aussi par des aides financières aux ménages les plus en difficulté. Elle est inclusive, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tous, mais elle passe aussi non seulement par des aides financières, mais par de l'accompagnement. Par exemple, au niveau de l'assurance maladie, les personnes ont été contactées par téléphone lorsqu'elles étaient fragiles, donc c'est de l'accompagnement. Et par ailleurs, elle s'est aussi traduite par des services mis à disposition de la population. Je parlais des crèches par exemple, et on voit bien leur importance. Donc, par ailleurs, je voulais aussi parler d'une étude comparative que nous avons menée au niveau de la Caisse nationale des allocations familiales pour comparer toutes les mesures qui avaient été mises en place lors de la pandémie pour aider les personnes, les familles, tout autour du globe, dans tous les continents. Et alors, on voit que les systèmes de protection sociale qui étaient déjà relativement développés, assez universels, ont pu s'adapter assez facilement, que ça a été plus compliqué pour les systèmes de protection sociale
on va dire, moins universelle et les pays où il y avait un secteur informel plus développé. Alors la question qui se pose aujourd'hui, ça va être de savoir si la protection sociale va régresser suite au Covid pour combler les déficits budgétaires ou au contraire, si elle va pouvoir continuer de progresser en s'appuyant sur les acquis et les avancées que nous avons connus pendant cette pandémie. Merci beaucoup, Madame Le Prince. Alors justement, je voudrais rebondir sur votre question sur le sujet des situations de pays où il y a une forte économie, on va dire, au secteur informel. Peut-être, Monsieur Boubric, Monsieur Hassan Boubric, pourriez-vous réagir, puisqu'il semble qu'au Maroc, un secteur informel est assez important. Comment est-ce que, dans ce cadre précis, votre pays a pu réagir à cette situation d'urgence ? Bien, d'accord. D'abord, la pandémie a impacté le Maroc comme le reste du monde. Des réponses rapides ont été apportées par les autorités gouvernementales sur 3 axes. Le premier, évidemment, c'est l'axe sanitaire. Un comité scientifique a été mis en place dès l'apparition de la pandémie. Les recommandations de ce comité ont été suivies et des mesures ont été prises rapidement en matière de prévention et de tests. Le Maroc a par la suite mené une campagne de vaccination très tôt qui a permis de vacciner à date d'aujourd'hui près de 23 millions de personnes, soit 63% de la population. Pour comparaison, nous sommes pratiquement au niveau de pays comme l'Australie en termes de population complètement vaccinée. Les vaccins et les prises en charge des soins Covid ont été totalement gratuits pour l'ensemble des Marocains. Le deuxième axe est évidemment celui de l'aide à la population démunie ou celle qui a été touchée de manière forte par la pandémie. L'État a pu mobiliser grâce à une campagne de solidarité un montant de 32 milliards de dirhams, soit près de 3% du PIB. À ce montant s'est ajouté l'effort budgétaire de l'État. Des aides frontales ont été ainsi données aux populations les plus démunies au moment du confinement. Des aides ont été par la suite accordées aux salariés des secteurs les plus touchés, le tourisme, le transport, l'hébergement et autres secteurs. Alors, dernier axe sur lequel il y a eu des mesures rapides, c'est celui économique. Un comité de veille économique a été mis en place dès l'apparition de la pandémie et des mesures d'accompagnement aux entreprises ont été rapidement mises en place. Et ces mesures ont permis d'atténuer les impacts sur les entreprises et les secteurs les plus touchés. Alors, la croissance a été évidemment impactée par la crise en raison à la fois de la baisse de la demande extérieure et des effets d'un confinement strict qui a duré près de 3 mois. Le PIB a évolué en valeur réelle de moins 7% en 2020. Néanmoins, nous retrouvons, grâce aux mesures prises, une croissance forte en 2021, plus 6,2%. Et nous le voyons d'ailleurs au niveau des déclarations de salaire à la CNSS, où nous avons retrouvé quasiment le niveau d'avant-crise, c'est-à-dire celui de décembre 2019 et de janvier 2020. Alors, à la question de Madame de Prince, est-ce qu'à l'issue de cette pandémie, est-ce que la protection sociale va régresser ou plutôt pour absorber les déficits budgétaires ou plutôt avancer? Nous avons ici au Maroc pris résolument le chemin de faire progresser la protection sociale, puisqu'il y a un gros chantier qui a été initié sous l'impulsion de Sa Majesté et qui vise dans un délai de 5 ans, la généralisation de la protection sociale à l'ensemble des citoyens marocains, à commencer par l'assurance maladie obligatoire en 2021 et 2022, puis les allocations familiales, puis l'indemnité de perte d'emploi et par la suite la retraite. Merci beaucoup, Monsieur Boubric, pour ce point de contexte vraiment très, très important sur le Maroc. Je voudrais en profiter pour donner également la parole à Monsieur Audrice Bitignas, puisque en fait, on parle de secteur informel, il y en a aussi en Europe. Il y a d'autres questions qui se posent, notamment celle des filets sociaux de façon plus générale. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit contexte là aussi, notamment pour la situation lituanienne, Monsieur Bitignas? Oui, bonjour encore. Voilà, c'est que je pourrais vous dire que la Lituanie, bien sûr, comme tous les autres pays, a vécu le choc de la Covid, mais je peux le dire que la reprise économique a commencé vite et se poursuit actuellement. Et je trouve que c'est vraiment formidable. On a pensé que voilà, on aura la crise économique et les autres choses qui sont assez longues, mais voilà, c'est un peu différent. Et en plus, nous avons maintenant très bonne possibilité de réfléchir sur de nouvelles réformes et avec la garde un peu différente. Alors, comment cette situation et où nous nous trouvons est possible? Je peux donner quelques exemples. Premièrement, les réformes du système de retraite comme une réponse, par exemple.
Les données nous ont montré les problèmes, par exemple la pauvreté des personnes âgées, les personnes seules, les chômeurs, et on a lancé la prestation pour tous les retraités qui vivent seuls. Et en plus, on a augmenté l'indexation des retraites, car l'économie augmente, il faut donner plus de valeur aux retraités, mais sans toucher les réserves, et on accumule les réserves des retraites. Et aussi, on va introduire dans quelques mois la retraite de base universelle. Et bien sûr, c'est très important. On a commencé ça pendant la pandémie. Et voilà, la digitalisation de la protection sociale à 100%. Maintenant, on peut trouver tous les services, tous les processus internes et externes digitalisés, mais par exemple, les archives, ils sont en train de la digitalisation, et vraiment, c'est très important parce que pendant la pandémie nous a montré le besoin de la vitesse des services sociaux, et voilà, c'est la digitalisation, ce qu'on utilise. La digitalisation a donné des possibilités de mettre en place de nouvelles prestations, par exemple pour les chômeurs, pour le business, bien sûr, et c'était possible grâce au support du budget de l'État, parce qu'en Lituanie, on a deux budgets, budget de la sécurité sociale et budget d'État. Et l'autre chose, parce qu'on travaille aussi en Géorgie, et on a adapté notre projet qui s'appelle le développement du code social et le bien-être de la protection sociale géorgienne à la crise. Et voilà, car à l'égard sur la... Voilà, car il faut trouver des modèles durables et couvrir toutes les branches de la protection sociale. On a aidé au ministère géorgien de trouver de nouvelles formes, de montrer comment ça se passe en Europe. Et on a essayé de montrer que les cellules de l'assurance sociale est très important, et le volume satisfaisant manque en Géorgie. On peut constater ça, et voilà, on a montré quel type d'aide on peut utiliser. Voilà, et bien sûr, c'est très important de souligner qu'il y a une demande forte de l'assurance sociale dans la population. Merci. Merci beaucoup, M. Vittinès. On va revenir sur ces sujets de façon un peu plus extensive tout à l'heure, de toute façon. Je voudrais juste en profiter pour vous dire que nous avons déjà des questions du public. Et ça permet de faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Le Prince, sur la nécessité d'une vision beaucoup plus inclusive. Hein, vous l'avez tous évoqué. Je me permets de vous poser une question. C'est une question de Fatoumata Samake de Guinée-Conakry. Qui pose la question: comment parler de protection sociale dans un contexte d'insécurité alimentaire et nutritionnelle? Peut-être que Anne, Frédéric, vous allez souhaiter y répondre. Peut-être d'abord, Madame Le Prince, nous dire justement, quand on parle de vision inclusive, comment on peut répondre à cette personne? Comment est-ce qu'on peut préciser la question de la vision plus inclusive? Bien. Il va de soi que le besoin premier, c'est effectivement de répondre aux besoins alimentaires. Hein. Et c'est la première nécessité, tout comme la couverture en matière de santé. Ce sont vraiment des besoins vitaux. Maintenant, lorsque je parle de protection sociale inclusive, hein, c'est que les aides aux personnes les plus défavorisées, qu'on appelle aussi les filets sociaux, sont indispensables, comme on vient de le dire, hein, mais elles ne vont pas suffire. C'est-à-dire qu'on aura des effets de seuil, hein, avec des personnes qui ont des revenus faibles, hein, ou des revenus même relativement élevés, et qui ne vont pas être à l'abri d'un accident de la vie qui va les faire plonger dans l'extrême pauvreté. Et c'est là qu'une protection sociale plus inclusive, plus universelle, joue tout son rôle en matière de solidarité et en matière de prévention, c'est-à-dire en matière d'aide collective, hein, en cas d'accident de la vie, en cas de rupture, en cas de perte de travail, en cas de ne plus pouvoir exercer une activité professionnelle quand on atteint l'âge de la retraite, par exemple, ou même, par exemple, pour compenser des dépenses exceptionnelles, si on peut dire, comme la venue d'un enfant. Donc c'est là où ces systèmes de protection sociale plus inclusifs, plus globaux, peuvent jouer un rôle important. Mais bien entendu que l'aide alimentaire, c'est le premier socle. Merci beaucoup. Anne Beignet, peut-être un regard et puis peut-être un mot aussi sur les mécanismes, parce qu'on a parlé tout à l'heure de mécanismes, de leviers qui ne sont pas que financiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot en tant qu'experte ?
On va intervenir bien entendu sur des aspects financiers. Donc, Madame le Prince le disait, il y a par exemple quelque chose de ce qu'on fait beaucoup dans ce genre de pays, c'est ce qu'on appelle les cash transferts, les transferts monétaires. Donc, c'est de l'aide financière directe qui est donnée aux familles pour pouvoir en effet subvenir aux principaux besoins, donc alimentaires, santé, qui sont les plus importants bien entendu au sein d'un ménage et d'une famille. Après, il y a aussi des mécanismes techniques que nous allons pouvoir apporter. Donc là, comme on a pu aider le Maroc avec l'ANAM, la Caisse d'assurance maladie. On est intervenu également, moi j'interviens en Géorgie. En Géorgie, oui, je suis intervenue en Jordanie, je suis intervenue en Palestine. On intervient vraiment partout, que ce soit de l'aide monétaire ou que ce soit de l'aide technique. Parce que, bien entendu, construire des mécanismes, mettre en place des allocations, mettre en place un système de sécurité sociale durable et pérenne, ça demande bien entendu de l'expertise, de l'expérience. Et nous sommes là pour accompagner nos bénéficiaires, bien entendu pour éviter un copier-coller pas du tout à la française, c'est ce qu'on ne recherche absolument pas. On est là bien entendu pour les accompagner, pour les conseiller et ne pas être là en donneur de leçons parce que nous avons des systèmes anciens, mais vraiment en tant que conseiller, en tant qu'aide et c'est comme ça que l'on travaille de pair avec nos bénéficiaires. Vous pouvez nous donner quelques exemples justement de projets sur lesquels vous avez travaillé, un peu techniques en fait, des outils qui existent, qui sont aujourd'hui mobilisables? Oui, par exemple en Côte d'Ivoire où je suis intervenue longuement donc, sur le programme Socieux, donc, qui est un programme plutôt, donc un programme européen mais plutôt sur du court moyen terme, où là donc, on a aidé donc, à la rédaction de la stratégie nationale de protection sociale de Côte d'Ivoire, mais également on a regardé de près avec notre collègue la World Bank la partie sur les taxis et les BACA qui sont les petits minibus transport collectif typiquement de Côte d'Ivoire, d'Ivoiriens, d'ailleurs je salue nos amis ivoiriens, je sais qu'ils nous regardent aujourd'hui, où là c'est vrai qu'on a proposé un système en disant attention, voilà, mettre en place une allocation, vouloir couvrir la population. Aujourd'hui, vous avez environ 16 000 taxis ivoiriens et environ 14 000 BACA. C'est très bien. En revanche, il faut regarder ensuite ce qui va se passer après. Si après, vous n'avez pas l'offre de soins qui va suivre de la couverture ou un guichet où les personnes vont pouvoir venir s'enregistrer, pouvoir poser leurs questions. Donc c'est pour ça que mettre en place une allocation, c'est ce que je dis basiquement, ça peut être très simple. Bien sûr, techniquement, c'est compliqué, mais ça peut être très simple. C'est surtout ce qu'il va falloir, c'est après. C'est est-ce que ça va suivre? Si ça ne suit pas, là, vous allez avoir un mécontentement de la population qui va ne pas comprendre que pourquoi je paye une cotisation, pourquoi je paye quelque chose alors que derrière, je n'ai pas ce service que je devrais avoir. Donc voilà, vous avez le devoir de payer votre cotisation, mais de l'autre son côté, l'État ou les institutions ont le devoir de vous offrir les soins ou les attentes que vous devez obtenir. Donc nous sommes là pour les accompagner. Merci beaucoup Anne Meunier. Peut-être Monsieur Boubric, un retour, un commentaire sur ce qui vient d'être dit, peut-être votre expérience notamment sur ces mécanismes qui peuvent exister au Maroc notamment. Alors, je ne vous entends pas très bien. Alors, vous êtes revenu. Bon, voilà. Alors, je disais que je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire si on prend par exemple l'assurance maladie obligatoire, en fait, elle marche avec deux jambes. Vous avez d'un côté l'offre de couverture qui est là, mais l'offre de soins aussi devra suivre. C'est pour ça d'ailleurs qu'au Maroc, on accompagne ce programme avec vraiment un chantier vaste de mise à niveau à la fois des infrastructures de santé publique, mais également privées. Nous avons changé la loi pour encourager le secteur privé à investir davantage dans le secteur de la santé. Et c'est en mettant ces deux choses-là qu'on peut arriver effectivement à un succès de cette généralisation. Maintenant, côté couverture, nous mettons tout en place pour effectivement garder une relation, pas simplement servir une allocation, mais garder une relation permanente avec nos assurés. Et nous misons beaucoup sur la digitalisation dans ce sens-là. C'est très important parce que c'est un moyen qui est très simple, à la fois pour pouvoir, arriver à toucher une population large à faible revenu et avec un coût qui soit moindre. Merci beaucoup, Monsieur Boubric. Peut-être, Monsieur Bitignas, également un regard sur ces mécanismes, notamment sur les questions des retraites. Oui, par exemple, je peux citer ce qu'on a fait en Géorgie.
Le projet d'expertise France sur la mise en œuvre, le fonctionnement de la caisse de la retraite par la capitalisation a été implémenté avec succès dans le domaine de retraite. Mais c'est par la capitalisation, mais on pense que ça ne suffit pas et maintenant on pense et on a lancé des discussions concernant la retraite contributive, ça veut dire la retraite de la sécurité sociale. Je peux vous dire ici que en Géorgie, uniquement la retraite de base universelle fonctionne. Oui, et il y a un an que la retraite par capitalisation a été introduite. Et le nouvel projet, le développement de la Code sociale de Géorgie, est destiné à réformer le système de la protection systématiquement et à la mode universelle. Pourquoi? C'est très important pour assurer les garanties de base et introduire l'élément contributif. Ça veut dire qu'il faut introduire sécurité sociale dans le système de la protection sociale. C'est-à-dire, si je paye plus, bien sûr, je reçois plus, comme c'était dit par Madame Anne. Par exemple, je peux donner quelques exemples. Définition, introduire des prestations sociales, retraite de base et contributif, chômage, maternité, accident du travail, des maladies professionnelles, sur la base de la sécurité sociale basée sur des cotisations. Et aussi, je peux vous dire qu'il est très important de mettre en place des garanties de base décentes. Et en plus, à côté de ça, j'ai déjà dit que la digitalisation, accessibilité des services à la population doit suivre les réformes, bien sûr. Voilà, c'est ce que je voulais dire brièvement. Merci beaucoup. Alors, avant de poursuivre, je voulais simplement rappeler à nos internautes, en tout cas à nos spectateurs, qu'ils peuvent donc poser leurs questions via le chat et nous suivre également sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV Expertise. Et j'en profite pour vous poser à tous les quatre une première question, plusieurs questions en fait, puisque nous avons déjà beaucoup de questions. Une personne Isimat, qui demande pourquoi ne pas favoriser les coopératives de protection sociale. Alors, qui souhaite répondre? Anne, peut-être? Oui, alors en Afrique notamment, on est souvent sur ce sujet-là. Alors, on va plutôt parler des fois en effet de mutuelles en fonction du secteur professionnel, où en effet pour parvenir à couvrir une population, je vous donne un exemple, en Côte d'Ivoire, là où je suis beaucoup intervenue, vous avez 90% de secteur informel, donc ce qui est énorme. Donc c'est vrai que pour commencer à toucher une partie de la population, souvent on choisit un secteur professionnel. Donc là je vous ai parlé des taxis et des BACA tout à l'heure. Ensuite, en effet, on a plutôt au niveau des coopératives, là on est plutôt sur la partie des agriculteurs, où en effet c'est une façon pour nous de toucher déjà une première partie de ces personnes-là. Donc en effet, c'est un outil qui est intéressant à utiliser pour arriver à toucher une population. Donc la remarque est très pertinente par l'internaute qui nous est fait, puisque c'est un très bon outil et que nous utilisons très souvent, en tout cas au niveau de l'Afrique. Merci beaucoup Anne Meignet. Alors j'ai une autre question qui concerne la digitalisation. Alors messieurs, je pense qu'elle va s'adresser à vous plus particulièrement, puisque vous en avez parlé tous les deux. La digitalisation nécessite un équipement et un réseau efficient. Quel est votre regard, quelle est votre réponse à cette personne et quelles sont les mesures mises en place actuellement sur ces questions? Peut-être Monsieur Boubric? Aujourd'hui, l'avantage des technologies, c'est que ce qui coûtait peut-être avant 100 et qui avait une performance de 10, maintenant il coûte 10, c'est avec une performance de 100. Donc la technologie a tellement avancé que les investissements pour la digitalisation, en réalité, ne sont pas des investissements qui sont énormes au regard de l'enjeu qu'il y a derrière. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la digitalisation permet deux choses. Non seulement il permet une qualité de service qui est intéressante, mais le retour même sur investissement en termes de coût de gestion est énorme. Et donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, surtout pour les pays qui ont une capacité de financement qui est relativement limitée et des ressources limitées, la digitalisation est un moyen formidable pour arriver aussi et créer les conditions d'une réussite de la protection sociale. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions, mais je vous propose de vous les poser un peu plus tard pour que nous puissions un petit peu avancer sur ce débat.
Il y a une question un petit peu phare, une notion en fait qui revient finalement, qui est au cœur de la question de la protection sociale, c'est la notion de solidarité. Dans un monde, en particulier dans un monde néolibéral, avec les contextes qui sont les nôtres, comment est-ce que cette solidarité peut s'exprimer? Et j'aimerais vous entendre, Madame Le Prince, sur cette question plus particulièrement, et la question aussi des modèles que l'on peut proposer. Alors, on peut effectivement, ce qu'évoquait Anne tout à l'heure, hein, au niveau des coopératives, c'est une solution. C'est d'ailleurs ce par quoi nous avons commencé en France il y a bien longtemps. Et c'est ce qui explique le millefeuille que nous avions avec beaucoup de régimes particuliers qui coexistaient. Il nous a fallu des années et des années pour les intégrer dans un régime général plus universel. Donc on ne va pas tout faire en un jour. Hein, et c'est là où justement on ne peut pas, nous, quand on fait de la coopération, arriver avec nos idées françaises en tête et les plaquer dans un système complètement différent. Il faut voir d'où on part, il faut voir d'où on est, quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour avancer, en ayant quelques objectifs en tête, bien entendu. Dans les objectifs en tête, je pense qu'on a toujours quelque part cette idée de système universel, d'équité, d'égalité, que préconise d'ailleurs l'OIT, que préconise l'Association internationale de sécurité sociale. Donc c'est un peu des phares que nous avons, mais que nous adaptons après à chaque contexte quand on va sur place. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire de la pub pour un MOOC qui a été mis en place par le N3S, hein, l'École nationale de sécurité sociale, pour aider les experts français qui partent en coopération dans le domaine de la protection sociale. Et ce MOOC, justement, explique bien tous ces leviers et toutes ces stratégies que nous pouvons développer. Donc, on ne va pas arriver, plaquer un système. Maintenant, on a quand même, même si les Français, on est toujours un peu râleurs à critiquer notre système, on ne connaît pas la chance qu'on a, mais on est toujours en train de le critiquer. Et c'est vrai que quand on voyage, quand on va à l'étranger, on voit quand même qu'on a quand même beaucoup de chance. Et on a quelques leviers, on va dire, techniques qu'on peut transposer, qu'on peut travailler avec des pays pour voir comment ça serait utilisé chez eux. Je pense par exemple à la façon dont, et il nous a fallu des dizaines d'années, dont nous avons réussi à sortir du secteur informel les services aux personnes. Par exemple, au niveau des services aux personnes âgées ou au niveau des services d'accueil pour les jeunes enfants, comme les assistantes maternelles, nous avons beaucoup moins, nous n'avons presque plus de travail dissimulé en France. Donc ça, ce sont des techniques qu'on peut travailler sans en attendre des résultats du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et toute la protection sociale prend du temps à se construire, mais il faut qu'on ait des caps en tête et qu'on les partage avec nos amis lorsque nous allons travailler avec eux. Alors justement, vous allez travailler, donc on est dans un débat sur la coopération, vous allez travailler sur des projets de coopération à l'étranger, Madame Le Prince. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi sur les modèles sur lesquels on peut apprendre les exemples qui peuvent nourrir justement les modèles connus, en tout cas sur les questions de solidarité en particulier? Il y a deux choses que je voudrais dire. La première chose, justement, quand il s'agit d'apprendre, c'est que la pandémie nous a beaucoup appris à travailler avec les outils à distance, avec les visios, etc. Mais rien ne remplacera le fait d'être sur place, hein, bien sûr, on a les réunions officielles, mais tout ce qu'on peut se dire en dehors des réunions officielles, tout ce qu'on peut apprendre en discutant avec le chauffeur de taxi, avec les personnes qui travaillent à l'hôtel, avec tout le monde, pour se faire une idée du contexte du pays. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'on ne remplacera pas l'un par l'autre. Ce sont des techniques complémentaires. Deuxième chose, il y a des programmes comme Eurosocial Plus, comme Socio Plus, puisque maintenant il faut rajouter le plus derrière, qui sont vraiment intéressants parce qu'ils nous permettent de travailler en binôme avec les experts du pays. Donc on est sûr d'être en phase, on travaille vraiment en binôme avec les personnes sur place. Et j'en profite, même si ça ne répond pas à la question que vous m'avez posée, mais j'en profite quand même pour dire que par rapport à l'Amérique latine, je pense que des programmes comme Eurosocial sont vraiment intéressants et que ce serait intéressant qu'on continue notre coopération avec l'Amérique latine. Pourquoi ? Parce que en Amérique latine, on aime bien l'Europe, on aime bien la France, on l'oublie parfois. C'est vrai qu'il y a une certaine admiration pour la France. On a accueilli beaucoup de latino-américains pendant des périodes très sombres de leur histoire, ou aussi pendant leurs études. Ils sont attachés à un ensemble de valeurs françaises. Et c'est vrai que ce serait dommage de laisser d'autres pays
nous remplacer dans le cœur des Latino-Américains à un moment où on a, je ne vais pas faire de la géostratégie, où on a besoin vraiment d'alliés fiables. Et je pense qu'en Amérique latine, on peut en avoir. Donc voilà, j'avais envie un peu de vous faire part de ce coup de cœur. Pour l'Amérique latine, merci. On y reviendra d'ailleurs avec des exemples plus précis. Anne Meignet, justement, vous parlez de binôme, Madame Le Prince, et l'importance de travailler avec les acteurs de terrain. Peut-être, Madame Meignet, vous avez peut-être quelque chose à nous dire sur ce sujet-là en tant qu'experte, notamment en Jordanie. Oui, le but quand on va intervenir, donc bien entendu, je vais rejoindre un peu quand même ce que Frédéric, parce que c'est intéressant. C'est vrai qu'on parle d'expertise, mais derrière l'expertise, il y a de la diplomatie, il y a de la politique, il y a beaucoup de choses. Il y a de la solidarité. On parlait de solidarité, et cette solidarité, elle s'exprime de manière collective. Quand ce sont des cotisations que tout le monde participe en fonction de son niveau de revenu. Elle peut être nationale, quand c'est l'État qui prend en charge pour son compte certaines allocations. Donc c'est vrai que tous ces points-là, quand on arrive sur le terrain, ce qu'on va rechercher, bien évidemment, c'est trouver la confiance avec son bénéficiaire. C'est ouvrir la porte et en effet pouvoir travailler de concert entre pairs, avoir d'un échange. Et tout cet échange, en fait, moi, je le trouve extrêmement enrichissant, que ce soit pour eux comme pour nous. Et moi, quand je suis sur le terrain, j'apprends énormément de ces gens-là. Et quand je rentre en France, je me dis, bon sang, on pourrait grandement simplifier certains de nos systèmes qui, nous, sont des vieux systèmes très, très lourds. Et quand M. Boubric ou M. Audrius parlent de la digitalisation, c'est vrai que dans certains pays, il faut bien se rendre compte que, par exemple, en Afrique, ils sont beaucoup plus avancés sur la digitalisation que nous, aujourd'hui. C'est des pays qui marchent beaucoup, donc tout le monde a des téléphones portables. Alors, bien entendu, après, il faut que la couverture suive, bien évidemment, aussi au niveau Internet. Mais c'est vrai que tous ces programmes européens, que ce soit... vous avez Twinning, vous avez le jumelage, vous avez Socioplus, dont parlait Frédéric, et vous avez aussi l'outil de la Commission européenne directement. Donc là, Expertise France n'est pas en lien direct, c'est l'expert qui est directement relié à la Commission, et où là, on intervient sur du très court terme, mais pour venir soutenir à la transposition d'une norme européenne. Et bien souvent, c'était des fois des outils qui étaient à la base destinés aux pays entrants pour l'Union européenne et que nous avons maintenant ouvert aux pays dits voisins, mais en fait à l'ensemble pratiquement du monde. Et c'est ça qui est très intéressant. Merci beaucoup Anne Meignet. Alors justement, on va y revenir dans un petit instant. Je vous propose, toujours sur ce sujet de la solidarité et de la coopération internationale, d'écouter un invité qui n'est pas avec nous en direct, mais qui est Dominique Libaud, qui est le directeur général de l'École nationale supérieure de sécurité sociale, et qui nous dit un petit mot justement sur ces principes de coopération. La protection sociale vue de la France, c'est un droit de l'homme. C'est-à-dire que ça ne peut pas être quelque chose qui est réservé à certains privilégiés, entre guillemets, mais si on pense réellement, effectivement, que c'est un droit de l'homme qui permet à chacun de pouvoir vivre sa vie comme il l'entend et de pouvoir avoir de la protection par rapport aux risques sanitaires et sociaux, il est évident que la seule ambition qu'on puisse se donner, c'est l'extension de la protection sociale à l'ensemble du monde. Cette extension, elle passe par plusieurs leviers, mais il y en a qui est la professionnalisation de la gestion de la sécurité sociale dans le monde. C'est plutôt celui-là sur lequel travaille la coopération internationale. Comment peut-on avoir des systèmes de sécurité sociale performants? Alors, la coopération intervient sur ce champ. Elle n'est pas évidente parce que les contextes économiques, socio-culturels sont évidemment extrêmement différents d'un pays à l'autre. Et on est tous conscients qu'il ne faut évidemment pas reproduire un modèle ça serait totalement erroné. Du reste, je le dis souvent, moi je crois qu'il faut aussi s'interroger d'ailleurs sur les succès, les échecs de notre coopération, parce que nous n'avons pas que des succès, et il faut vraiment être très conscient effectivement des conditions qui peuvent rendre cette coopération efficace dans le moyen terme. C'est néanmoins un élément indispensable qui passe par, je pense, de la formation, beaucoup, par de l'accompagnement, par du dialogue, par énormément d'éléments, et qui sont fondamentaux pour
l'émergence et le développement des sécurités sociales dans le monde. Voilà ce que je voulais dire. Et je pense que la France, par son histoire de protection sociale, par son service public, par son professionnalisme, peut évidemment apporter des choses et a des choses à dire, encore une fois, à la condition sine qua non, effectivement, de bien réfléchir sur les conditions différentes dans les pays de ce sujet de sécurité sociale. Et avec, je pense, un sujet qui est vraiment compliqué, c'est le fait que souvent c'est lié aussi à la solidité même des structures publiques, de l'État, des systèmes de sécurité sociale. Et on voit voilà, que si on n'a pas des systèmes suffisamment fiables, eh bien, dans la durée, c'est quand même compliqué. Alors, on vient de l'écouter et on l'a écouté aussi précédemment. La coopération internationale, ça veut dire effectivement ne pas forcément appliquer un modèle existant, un modèle universel. Et ça me permet de rebondir sur une question d'une de nos internautes, Johanna Wagman, qui donc est d'accord avec les invités et qui pose quand même la question comment dans l'aide publique au développement peut-on favoriser le développement de systèmes, de projets, de filets sociaux sans forcément justement appliquer des systèmes universels? Comment cela peut être aussi être perçu par les populations? Comment jouer la question de l'acceptabilité sociale? C'est une question que j'aimerais vous poser, Monsieur Bitinas, notamment d'avoir votre retour sur les réformes qui ont été mises en place. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on gère ça sur le terrain très concrètement? Merci. Voilà, concernant la réforme des retraites en Géorgie, le but il est d'améliorer la situation des populations, bien sûr. Et pour ça, il faut créer plus de confiance en l'État et voir cette réforme comme non une taxe supplémentaire, mais il faut expliquer qu'il y a des gains sociaux, il y a des garanties sociales. Voilà, et ça veut dire, ici je pourrais dire quelques points soulignés. Et la population expecte bien sûr que c'est l'État est responsable de la protection sociale. Et c'est sûr, mais il ne faut pas oublier que la protection sociale se base sur quelques principes. C'est la solidarité, ce que vous avez mentionné, et puis sur l'universalisme. Et voilà, dans le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail sur la protection sociale, il est indiqué que, par exemple, l'établissement d'une protection sociale universelle est la pierre fondamentale pour aboutir la justice sociale. Voilà, et c'est très important. Et bien sûr, pendant la pandémie, le rôle du budget d'État, du financement d'État a été remarquable, mais maintenant il est remarquable. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas oublier de parler sur la sécurité sociale, sur des garanties et sur la responsabilité en même temps, parce que l'État doit garantir bien sûr la protection sociale, mais la population doit payer des cotisations et la population doit avoir des gains voilà, c'est voilà, en Géorgie, qu'est-ce que je peux aussi dire? Même avec la retenance d'Expertise France de notre projet, a pu accompagner cette réforme, mais le chemin est assez long. Et pour gagner la confiance des populations, il faut expliquer voilà, ces principes, universalisme, puis la solidarité, voilà, le rôle de l'État et des personnes. Merci beaucoup, Monsieur Bitinas. Alors, je voudrais en profiter pour vous lire un commentaire d'un de nos internautes, Christian, qui dit effectivement que, où que ce soit, la protection sociale peut difficilement être envisagée sans aborder la question de la confiance mutuelle qui doit exister au sein du groupe des bénéficiaires. Et je voudrais en profiter, donc merci à Christian pour son commentaire, pour vous faire rebondir justement, Frédéric Leprince, et ensuite Anne Beignet sur cette question de confiance, notamment auprès des populations les plus vulnérables, où ce sont parfois les populations marginalisées. Je pense notamment aux femmes. Madame Leprince, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot à l'aune de votre expérience, notamment en Amérique latine, dont on parlait tout à l'heure?
Oui, c'est vrai que souvent on parle d'égalité des genres, hein. On parle donc de l'égalité des genres entre les hommes et les femmes, et on oublie le rôle très important que joue la protection sociale dans cette égalité des genres. J'ai même entendu un jour un responsable, je ne citerai ni lequel ni dans quel pays, me dire mais on ne va pas quand même s'occuper des minorités, il faut voir les choses globales. Or, en fait, les femmes, c'est quand même 52% de la population. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment une minorité, on va dire. Mais bon, je clôt la parenthèse. C'est vrai que les femmes, en fait, au niveau de la protection sociale, elles peuvent contribuer au financement de la protection sociale. C'est-à-dire que si on favorise l'emploi formel, l'emploi déclaré des femmes, cela donne des cotisations sociales, cela donne des rentrées fiscales et ça permet en retour de financer la protection sociale. Donc c'est un plus, je dirais, pour la protection sociale, c'est un cercle vertueux. L'emploi des femmes permet aussi d'alléger les dépenses de protection sociale. Parce que, en fait, c'est le meilleur outil structurel de lutte contre la pauvreté, l'emploi des femmes, la pauvreté des enfants, mais la pauvreté des personnes âgées aussi, parce que dans les pays où, par exemple, les retraites sont configurées de telle façon que les femmes n'en bénéficient pas beaucoup, elles font partie des personnes les plus pauvres. Donc, on peut réduire les dépenses sociales par une meilleure protection sociale des femmes qui permettent la conciliation vie professionnelle, vie familiale. Et c'est vrai que nos systèmes de protection sociale peuvent en fait ou stopper et freiner l'insertion professionnelle des femmes, ou ils peuvent au contraire les favoriser. Ils peuvent les favoriser notamment en leur permettant de concilier vie professionnelle, vie familiale avec l'accueil des jeunes enfants. Ils peuvent aider les femmes qui ont des jeunes enfants, les frères ou les sœurs, notamment les sœurs, qui doivent rester à la maison pour garder les enfants, à travailler. Bon. Donc c'est vraiment, la protection sociale peut jouer un rôle important. Et c'est vrai qu'en Amérique latine, il y a tout un concept très intéressant et, qui est le concept de l'économie du cuidado, qui est aussi l'économie du care, en anglais. Et bizarrement, en français, il n'y a pas la traduction. Donc c'est l'économie de la prise en charge, du soin, de l'accueil, c'est un ensemble, hein, le care, le cuidado. Et il y a tout un courant économique, un courant de pensée qui intègre cette analyse en montrant pourquoi, comment elle repose sur les femmes et comment, en prenant en charge cette question de l'accueil des enfants, on favorise justement l'emploi des femmes et on rentre dans ce cercle vertueux par rapport à la protection sociale. Donc ça me paraît effectivement très important. Merci beaucoup. Alors on a une petite minute avant d'écouter un témoignage. Anne, est-ce que vous voulez réagir ? Oui, je voudrais réagir sur deux choses. La question qui était sur l'universalité, si les gens le prenaient mal. Je vais répondre très brièvement, mais en fait, brièvement parce que c'est très intéressant. Il faut savoir quand même qu'il faut y aller quand même step by step. Et c'est vrai que des fois, les pays se lancent dans des réformes universelles et ça se transforme franchement en des usines à gaz. Mieux vaut des fois en effet commencer par de l'adhésion ou du volontariat, on adhère volontairement à quelque chose et au fur et à mesure le cycle va se mettre en route. Des fois vouloir aller trop vite, c'est là où on fait des erreurs. Donc ça c'était le point sur l'universalité sur lequel je voulais revenir. Et sur la protection sociale, il faut surtout bien penser que, bien entendu, donc, cette confiance, la protection sociale, elle joue un rôle très important dans le levier, la croissance économique. Si vous n'investissez pas en protection sociale, vous ne pouvez pas avoir de croissance économique. Et ça a été démontré par les plus grands économistes de la planète. Voilà, depuis les années 60 maintenant, on a beaucoup d'études dessus. Aujourd'hui en moyenne, les pays investissent 2% du PIB, là où nos pays, la France, où on est à 31% de notre PIB, où la Finlande ou l'Espagne sont à 22%, c'est vrai que voilà, c'est un levier de croissance fort économique. Et la croissance économique, c'est aussi donner de la confiance à la population. Donc c'est un point très important. Merci beaucoup Anne Meignet. Alors j'aimerais revenir sur ces questions de croissance économique et de levier, notamment avec vous, Monsieur Hassan Boubric, mais pas tout de suite. D'abord, nous écoutons ces témoignages assez forts de mesures mises en place en Jordanie, dans un pays donc, qui est aujourd'hui appuyé par Expertise France. الضمان الاجتماعي تركيزه خلال الفترة المقبلة سيكون باتجاه توسعة مظلة الشمول. هناك فئة من القوى العاملة لا زالت غير مشمولة بضمان اجتماعي، وهي فئة هي أكثر حاجة للحماية الاجتماعية التي توفرها المؤسسة. المحور الثاني هو مرتبط بتطبيق التأمين الصحي. اليوم أصبح يشكل أهمية وضرورة لكل عامل على أرض المملكة.
فيما يتعلق بإجراءات المؤسسة خلال جائحة كورونا فهي ركزت على 3 محاور أساسية. المحور الأول الهدف منه دعم استدامة عمل القطاع الخاص من خلال تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي. المحور الثاني ركز على تعويض العمالة عن جزء من انخفاض في مداخيلها المرتبطة بجائحة كورونا، وهنا كان في مجموعة من البرامج اللي هي مبنية على فكرة سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة. والحزمة الثالثة من البرامج كانت تنصب في تمويل جانب من الأجور العاملين في القطاع الخاص تحديدا في المنشآت والقطاعات الأكثر تضرر، وهو برنامج حكومي مشترك مع الضمان الاجتماعي وسمي ببرنامج الاستدامة. هذه البرامج الهدف منها كان دعم القطاع الخاص ودعم العاملين في القطاع وتحديدا في الأنشطة الأكثر تضررا بالجائحة. Civil society in Jordan plays key roles in enhancing social protections effort in Jordan alongside the official institutions in Jordan. And we can summarize these efforts in different ways. They are playing crucial, they are providing a very important services and care for the people with disabilities in Jordan in different areas. And they are focused on the areas that the official institutions couldn't reach them. In addition to that, civil society organizations, especially societies, providing different kinds of services for the poor families and children. They couldn't cover the main and essential expenses they need in their families, and they are providing financial transfer for these families. And in addition to that, some of these organizations are providing food for these families to use it during their daily life. So they are fighting poverty in Jordan. In addition to that, many of civil society working on defending human rights, observing and monitoring the public policies in Jordan in terms of main principles and standards of human rights, and they are providing or developing many alternative policies to amend it, or they are stopping using their efforts to stop some amendments that they thought that it's against of human rights in Jordan, and they are using many tools for that. They are using increasing awareness, advocacy, lobbying, and different types to enhance socio-economic human rights. Alors ces deux témoignages sont particulièrement édifiants, c'est vraiment un focus sur la Jordanie. Jordanie, pays où vous êtes actuellement, Anne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot avant qu'on reparle dans un deuxième temps de croissance économique et de financement? Oui, ben là, on a vu la première personne, Dr Hazim Raleh, qui est notre bénéficiaire, là où je travaille moi, donc la Social Security Corporation, donc qui est la sécurité sociale jordanienne, et l'autre, Monsieur Awad, qui est avec mes collègues qui sont aussi sur place au ministère du Développement social. Je pense que c'est un point important parce que la Jordanie, en effet, a très bien su digitaliser durant la crise, toutes les aides pour pouvoir déjà faciliter, bien entendu, l'accès et l'aide et l'appui aux familles, aux ménages et aux entreprises. Ensuite, ils ont mis en place de nouvelles allocations d'urgence pour aider. Monsieur Awad parlait d'ailleurs de fonds monétaires, donc ces fameux cash transferts, ces transferts monétaires pour venir en aide, pour acheter de la nourriture ou pouvoir payer des soins quand c'est nécessaire. Donc, on a un pays qui a su répondre, en effet, avec ses moyens, avec un taux quand même de secteur informel de 43%, donc qui est quand même relativement élevé, mais qui a su s'adapter très rapidement au contexte de la crise sanitaire par des réponses, aussi bien par des outils que par des réponses et des mécanismes de mesures d'allocation ou de fonds transferts monétaires directs auprès des ménages les plus pauvres et les plus vulnérables. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on continue de travailler avec eux pour développer la sécurité sociale, créer peut-être potentiellement dans un second temps l'assurance maladie qui aujourd'hui n'existe pas, où c'est le secteur privé qui prend en charge une petite partie de la population uniquement. Donc nous sommes là en effet pour continuer à avancer avec la Jordanie afin d'ouvrir une couverture universelle
potentiel, on l'espère, mais ça prendra bien entendu beaucoup de temps. Et j'insiste sur le fait que l'investissement dans la protection sociale, c'est un stabilisateur de crise. Et on le voit bien en Jordanie, ils ont réussi à stabiliser, à atténuer les effets de la crise grâce à l'investissement dans la protection sociale. Merci beaucoup, Anne-Bénie. Alors, vous l'avez répété, hein, l'investissement dans la protection sociale, c'est un stabilisateur de crise, c'est aussi un levier pour la croissance. Justement, sur ce point, Monsieur Boubric, est-ce que vous souhaitez réagir? Comment est-ce que le Maroc, justement, a perçu ces mesures comme un potentiel levier pour la croissance économique marocaine? Vous avez mentionné tout à l'heure un projet à horizon à 5 ans, il me semble, sur l'assurance maladie. Donc, comment aussi cela implique des financements? Comment ça se passe concrètement? D'abord, il n'y a pas de besoin de rappeler que le lien entre la protection sociale et la croissance, puisque la protection sociale a un impact structurant à la fois sur le comportement des individus. Quand vous avez un système solidaire mutualisé qui vous prémunit contre un certain nombre d'aléas, vous êtes plus en confiance, vous n'avez pas besoin de thésauriser ou d'investir à très court terme, et vous pouvez avoir un comportement différent. Également, les régimes de prévoyance, par les réserves qu'ils accumulent, sont un formidable levier pour le financement de l'investissement à long terme. Au Maroc, aujourd'hui, les régimes de prévoyance totalisent quelque chose comme 35% du PIB, et c'est un levier formidable pour l'investissement à très long terme. Maintenant, il faut être très vigilant quand on construit ces régimes de prévoyance, et surtout lorsqu'on a un chantier aussi ambitieux que celui du Maroc, qui est celui de généraliser la prévoyance sociale à un horizon qui est relativement faible. Alors, le Maroc, comme pas mal de pays qui sont en développement, a une caractéristique démographique où on est encore un pays jeune. Et parfois, la tentation est de dire que nos dépenses de santé, compte tenu de notre démographie, ne sont pas si importantes que ça. La même chose pour le risque vieillesse, et que nous avons un moteur démographique qui est là encore pour quelques années. La vérité est que nous avons déjà franchi un point d'inflexion en matière de démographie, et à l'horizon de 2050, c'est-à-dire dans une trentaine d'années à peu près, nous allons avoir 25% de la population qui a plus de 60 ans. Il y a 5 ans, ils étaient uniquement 8% à avoir plus de 60 ans. Donc on voit bien cette inflexion et cette courbe aujourd'hui très ascendante en matière de vieillissement de la population. Et donc il faut construire les régimes de prévoyance sur des paramètres qui soient vraiment financièrement soutenables. Alors sur la partie retraite, l'élargissement aujourd'hui que nous avons mis en place, que nous allons mettre en place, repose essentiellement sur des régimes à points, donc à cotisation définie et non pas à prestation définie, avec des paramètres techniques qui ont été définis au départ, qui permettent un équilibre technique quasiment individu par individu. Et comme vous savez, ces régimes sont plus facilement pilotables. Maintenant, sur la partie assurance maladie obligatoire, d'abord, je le rappelle que le régime des salariés que nous gérons aujourd'hui, et qui couvre à peu près 3,5 millions de salariés et 7 millions de bénéficiaires globalement, est un régime qui est excédentaire. Ça fait 15 ans qu'il a été mis en place, et il a toujours été excédentaire pendant ces 15 ans. Nous avons accumulé aujourd'hui pratiquement 6 ans de dépenses en termes de réserve. Alors pourquoi? 2 raisons à cela. D'abord, une politique de cotisation qui est prudente. On aurait pu baisser les cotisations, mais nous ne l'avons pas fait justement pour laisser de la marge pour l'avenir. Et deuxièmement, aussi le panier de soins et de taux de remboursement, nous avons été très prudents avec cela. Donc il faut continuer à être extrêmement prudent, à piloter de manière raisonnable ces régimes-là. Sinon, en fait, l'impact sur la croissance serait totalement inverse, puisqu'on va léguer des déficits qu'il va falloir payer d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, l'extension de la protection sociale, on a prévu à peu près 5% du PIB comme enveloppe pour financer cette extension-là annuellement, 2,5% à peu près qui viendraient de l'État et 2,5% qui viendraient des contributions. Alors les 2,5% qui viendraient de l'État, de toute manière, ce n'est pas 2,5% de dépenses supplémentaires, parce qu'en réalité, il y avait un certain nombre de programmes qui étaient éparpillés, qui n'étaient pas efficaces. Certains vont être supprimés, d'autres vont être gardés. Et donc, probablement, sur les 2,5%, on aura peut-être 1 point de PIB ou 1,5 point de PIB supplémentaire, mais pas les 2,5. La même chose pour la partie où il y a des contributions, parce qu'il y avait un reste à charge important que les populations supportaient directement et que maintenant serait supporté à travers des systèmes de l'assurance maladie obligatoire. Pour finir, je dirais une chose, il faut vraiment faire attention, notamment sur l'AMO, ne pas créer un appel d'air à la consommation.
Donc, il faut être très vigilant vis-à-vis de cela. Il faut gérer correctement la prévention des parcours de soins, gérer correctement également et surveiller la relation avec les prestataires de santé. Et c'est comme ça qu'on peut piloter le régime et s'assurer de sa soutenabilité à moyen et long terme. Merci beaucoup, Monsieur Boubric. Alors, j'aimerais vous entendre également, Monsieur Bitignas, sur cette question-là, notamment prenant en compte les perspectives plus européennes, les perspectives de l'Union européenne, sur justement ces financements, sur la question des cotisations également. J'en profite pour glisser également une question qui va sûrement vous parler à tous, d'ailleurs, sur la complexité de l'approche. C'est une question de Pascal Stéphane, qui pose la question comment conjuguer finalement ces politiques d'action sociale dans des pays où il y a un taux de chômage important, où le travail n'est pas toujours déclaré, et comment peut-on mettre en place un système du coup de protection sociale universelle. Donc en lien avec ce qu'on vient d'entendre sur les questions des cotisations, la question des financements, quel est votre regard, Monsieur Bitignas, notamment dans une perspective européenne? Merci. Plusieurs pays sont maintenant à la croisée des chemins en ce qui concerne la trajectoire de leur système de la protection sociale à mon avis. Et voilà, on a des recommandations fortes des organisations internationales sur l'universalisme, mais bien sûr, l'universalisme peut-être marche mieux dans le système de l'assistance sociale, mais dans le système de la sécurité sociale, il ne faut pas oublier le principe de solidarité et de justice sociale. Voilà, et bien sûr, c'est un point de la réflexion, et surtout sur le financement. Et voilà, comment on peut trouver le balance entre budget d'État, entre budget de la sécurité sociale. Et on voit que le rôle du budget de l'État augmente et maintenant on discute, par exemple en Lituanie, on discute sur les limites entre l'assurance et l'assistance sociale. Et on a essayé on va introduire le retrait de base universel et on a beaucoup de discussions. Est-ce que ça doit être universel ou ça doit être lié au stage de travail ou quelque chose, ou ça doit être fixé sur d'autres paramètres. Mais à mon avis, le principe est que les garanties de base doivent être universelles. Voilà, et je voudrais souligner 2 points ici. Premier point, vous avez mentionné l'axe européen. Et bien sûr, il faut regarder des meilleures pratiques, analyser, comparer. Et bien sûr, il faut montrer cette expérience au pays de notre expertise. Parce que c'est très difficile de créer de nouveaux projets, de nouvelles prestations. C'est très difficile de créer de nouveaux types de la protection sociale. Et surtout, ce qu'on a montré aux Géorgiens, et on a donné quelques exemples comparatifs des pays de l'Union européenne, quelles sont des prestations, quels sont des types, est-ce qu'il faut appliquer en utilisant le principe universel ou est-ce qu'il faut mieux cibler. Et voilà, je crois que l'axe européen est vraiment important et ça donne beaucoup d'orientation. Et l'autre chose, ce que je voulais dire, et ce que je veux dire, il faut réfléchir sur les besoins de la protection sociale en adoptant très vite des changements. Et la pandémie nous a montré que les décisions doivent être très vite. Par exemple, je peux vous dire qu'est-ce qu'on a découvert en Lituanie. On avait des problèmes, bien sûr, du chômage fin 2020, c'est-à-dire l'augmentation forte du chômage, mais la situation est très opposite maintenant. Et on a essayé, on a commencé à dépenser, peut-être il faut élargir la couverture, il faut peut-être donner des prestations plutôt universelles, mais maintenant on voit qu'il y a plus d'employeurs que des employés. Voilà, et le balance est totalement l'autre, totalement opposante. Voilà, et je crois que
voilà, probablement, il est mieux de cibler la population et voilà, Oui. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Vitignas, pour ce regard perspective plus européenne. Alors, je voudrais poser une question peut-être à chacun d'entre vous qui peut être intéressante. C'est une question de Philippe Steck qui demande, parce qu'on a évoqué plusieurs acteurs. On a évoqué l'Organisation internationale du travail, l'OIT, la Banque mondiale, bien sûr Expertise France, la société civile, l'associatif également, les populations vulnérables. Et la question de Philippe Steck est la suivante. Comment mieux articuler l'action sociale et justement ne pas avoir trop d'émiettement d'acteurs? Anne Beignet. C'est une très bonne question. Personnellement, quand je vais et que je manage des projets, c'est ce que j'essaye d'éviter. Donc déjà, j'ai à cœur de rencontrer l'ensemble de mes collègues de tout organisme. Aujourd'hui, par exemple, à la Social Security Corporation, je travaille très étroitement, mais vraiment très très étroitement avec ILO, avec l'OIT. J'ai rencontré les personnes de World Bank. On rencontre également d'autres agences qui sont également donc d'autres pays. J'ai travaillé avec l'agence japonaise en Jordanie. Pour moi, aujourd'hui, c'est une des grosses difficultés. Je pense en effet que si un jour on pouvait mettre en place un système où on pourrait avoir une liste de tous les projets qui sont en cours, savoir ce que l'on fait les uns les autres, parce que des fois finalement on est au même moment sur le même sujet, mais on ne se parle pas. Alors, nous, on va vers les autres, on va les voir. Mais malheureusement, je constate que beaucoup de mes collègues ne viennent pas me rencontrer pour nous poser des questions. Et c'est vrai que si on avait cet outil, je pense en effet qu'on pourrait vraiment pérenniser encore mieux, rendre encore plus efficient notre action à l'international. Mais là, il faudrait que cet outil provienne, on va dire, des plus hautes instances internationales pour qu'on puisse, bien entendu, essayer que ce soit financièrement et aussi bien techniquement, vraiment rendre beaucoup plus efficient nos actions sur le terrain. Ce n'est pas très positif ce que je dis, mais c'est dans l'espoir que ça le devienne. Très constructif en tout cas. Voilà. C'est une belle proposition. Madame Le Prince, est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous êtes d'accord? J'en profite pour saluer Philippe Steck, qui est celui qui a créé la mission des relations internationales à la CNAF. Donc, je reconnais bien là sa question. Je dirais que l'action sociale dans tous les pays, elle est émiettée en fait. Elle est portée par les associations ou les ONG, elle est portée par les collectivités locales. Alors, les collectivités locales sont différentes selon les pays. Elle peut être portée par l'État, elle peut être subventionnée ou pas subventionnée. Donc, elle est toujours multiforme. Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on puisse organiser des complémentarités et que surtout, selon les sujets, les domaines sur lesquels on travaille, on puisse désigner un chef de file. C'est-à-dire que tout le monde ne s'attende pas et qu'il y ait quelqu'un qui soit chargé de coordonner et chargé de porter cette politique. C'est souvent ce qui manque, d'ailleurs même en France, c'est ce qui manque parfois. Donc je crois qu'effectivement, on ne peut pas lutter contre l'émiettement et ce serait dommage, parce que c'est cette diversité qui fait notre action sociale dans tous les pays. Donc par action sociale, on entend notamment l'accompagnement par les travailleurs sociaux, on entend les aides extralégales, on entend les services comme les centres sociaux en France, comme les crèches, comme voilà. Et ça, bien entendu, c'est assez multiforme, mais pensons à chaque fois à se dire quel est le chef de file, qui va financer principalement et quels sont les financements complémentaires. Il me semble que c'est une des voies de réponse et qu'elle est assez universelle en fait. Merci beaucoup, Madame Le Prince. Alors, on va arriver à la fin de notre débat. J'en profite pour remercier, bien sûr, vous tous qui êtes là. Bien sûr, merci aussi aux internautes, aux spectateurs qui nous regardent et qui participent. Je rappelle que vous êtes plus de 500 plus de 500 inscrits, plus de 300 à nous suivre également. Il y a peut-être encore une des dernières questions. Je voudrais tout d'abord profiter de l'occasion pour rappeler qu'il y a un ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle « Innovation au management des structures en santé en France ». Anne Beignet, vous avez notamment contribué à cet ouvrage. Et puis, je voudrais remercier bien sûr nos invités à distance, Monsieur Boubric et Monsieur Vitignas, bien sûr, pour vos perspectives également. Je rappelle donc que Madame Frédérique Le Prince, vous êtes directrice de la mission Relations européennes internationales
internationale et de la coopération de la Caisse nationale des allocations familiales. Anne Beignet, vous êtes conseillère résidente de jumelage, experte en protection sociale pour la Commission européenne. Monsieur Boubric, vous êtes directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale au Maroc et Monsieur Audrius Bitinas, vous êtes vice-ministre du ministère de la protection sociale et du travail en Lituanie. Donc merci beaucoup à tous et à toutes pour ces échanges très riches. Je pense qu'on pourrait rester encore longtemps. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais on a un beau panorama. Donc je vous remercie vraiment de nous avoir donné ces éclairages, surtout en ces temps de crise sanitaire. J'en profite pour donc accueillir maintenant, pour une mise en perspective et une conclusion, Jérémy Pellet, qui est donc directeur général d'Expertise France, pour donc la dernière partie de notre événement. Merci à toutes et à tous. Jérémy Pellet, bonjour. Bonjour Cléa. Vous êtes donc directeur général d'Expertise France et vous allez nous expliquer, donner un peu de contexte, comment la protection sociale est-elle devenue un sujet phare de la coopération internationale ? Eh bien, bonjour à tous. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent sur le site et puis les presque 600 personnes qui nous regardent aussi sur LinkedIn. De tous les pays d'ailleurs, de Côte d'Ivoire, de Maroc, de RDC, du Cameroun, de Tunisie. Donc c'est très riche. On voit à quel point c'est un sujet qui est au cœur de la coopération internationale. D'abord parce que la définition même de la protection sociale, c'est quoi? C'est d'assurer à tous, et notamment aux personnes les plus fragiles, aux personnes âgées, aux enfants, aux chômeurs, aux femmes, des conditions de vie, d'emploi, de travail décentes. Et donc c'est évidemment au cœur des objectifs de développement durable tels qu'on les a définis au niveau international. Donc forcément c'est au cœur des missions des agences de développement comme l'AFD dont on se rapproche et d'Expertise France aussi parce que depuis l'origine, dans l'ADN d'Expertise France, il y a ce travail sur les sujets de protection sociale. En fait, 4 des 6 opérateurs qui avaient fusionné en 2015 s'occupaient de protection sociale. Et donc, il y a une tradition très forte d'appui de nos pays partenaires sur ce sujet-là, avec une actualité qui a été très bien rappelée dans le débat par M. Boubric, qui a été rappelée par M. Bitinas également, qui est la crise mondiale dans laquelle nous sommes, avec pour la première fois en 2020 une augmentation de la pauvreté mondiale, ce qui ne s'était pas vu depuis des décennies, et une montée des fragilités qui a amené beaucoup de pays à mettre en place des mécanismes de filets sociaux, de protection sociale, et à s'appuyer sur la coopération internationale dans ce domaine. Alors justement, comment est-ce que la coopération internationale s'adapte? Comment est-ce qu'elle travaille? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les enjeux, les limites aussi, pour identifier les parties prenantes, les partenaires? Comment est-ce que les experts en fait se débrouillent sur le terrain aussi? Puisque on l'a vu, il y a plusieurs outils possibles. Concrètement, comment ça se passe? Alors ça a été là aussi très bien rappelé dans le débat. Chaque pays développe son propre système de protection sociale. Et évidemment, il est spécifique, il se base sur des outils très variés qui peuvent aller de l'assurance privée, assurance publique, d'un système de prestations, de cotisation, d'assurance chômage, donc différentes briques qui doivent être adaptées à la réalité, à la capacité contributrice, à la richesse de chaque pays. Donc dans ce domaine-là, la coopération technique est essentielle parce que ces briques, elles peuvent être facilitées par l'appui et par l'assistance technique d'experts qui viennent parler de leur métier, de ce qu'ils savent faire, sans se mettre à la place des pays partenaires, mais pour les appuyer, pour les structurer, pour leur faire gagner du temps, et puis pour apprendre aussi parce que finalement, dans ces outils que nous avons aujourd'hui, il y en a de nouveau la digitalisation, on en a parlé, Anne Beignet a rappelé l'importance de la digitalisation dans le développement des systèmes de protection sociale en Afrique notamment, qui sont pour certains en avance sur beaucoup de pays dans le monde sur ces sujets-là, et où il est extrêmement important finalement d'avoir un regard croisé sur la manière dont ça se met en place. Donc, la coopération technique est là pour appuyer, elle est là pour créer des liens, elle est là pour partager de l'expertise entre techniciens
et pour permettre de faire en sorte que les dispositifs au final, puissent se développer pour le bénéfice des populations. Alors, je voudrais me permettre de vous faire rebondir sur un point qui a été évoqué en conclusion, notamment par Anne Beignet, mais qui a été aussi approuvé par Frédéric Leprince. C'est est-ce qu'il est possible de voir le jour, de voir une liste en fait, de tous les projets qui sont là pour les experts, pour aider les experts, donc parmi les outils qui existent actuellement, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? Alors, on a déjà un certain nombre d'éléments qui nous permettent de donner de la visibilité sur tous les outils que l'on mène, sur tous les projets que l'on mène. Et notamment, on a une politique d'open data qui nous permet d'accéder à tous les projets que nous avons par secteur dans le monde. Je pense qu'au-delà de ça, ce qui est important, c'est de rappeler la force de la mobilisation, de l'expertise de l'Europe dans son ensemble sur ce sujet de la protection sociale. Parce qu'au fond, la protection sociale, elle est née sur tous ces modèles, sous toutes ces formes en Europe, que ce soit le modèle de mutualisation par assurance type bismarckien ou un modèle plus social financé par l'État du type beveridgien. On connaît tous ces modèles en Europe. Et c'est la richesse de ce qui fait la coopération dans ce domaine. C'est pour ça d'ailleurs que l'on mobilise des experts de l'ensemble de l'Union européenne à travers la planète pour développer, pour aider à appuyer cette protection sociale, qui est un enjeu essentiel de la lutte contre les inégalités au niveau mondial. Merci beaucoup. Alors justement, vous parlez de l'Europe. J'ai envie de vous demander, la France va prendre la présidence de l'Union européenne très prochainement. En quoi est-ce que cet enjeu va être un défi, notamment pour l'UE ? C'est un défi pour l'Union européenne, c'est un défi quotidien, bien sûr. Et donc, lors de la présidence française de l'Union européenne, il y aura un certain nombre de réunions techniques sur ce sujet-là. Et puis au-delà, il y a une ambition de l'Union européenne en matière de partenariats internationaux, de faire en sorte de lutter contre les inégalités à travers le monde. Et le fait de mobiliser toute cette expertise que nous avons sur la protection sociale dans ce sujet sera évidemment un enjeu très fort de la présidence française de l'Union européenne, mais de l'Union européenne dans son ensemble pour les prochaines années. Et bien sûr, nous serons au rendez-vous pour appuyer cette ambition. Merci beaucoup, Jérémy Pelé. Je rappelle que vous êtes donc le directeur général d'Expertise France. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Donc, vous l'avez dit, vous avez été plus de 600 à nous suivre. J'en profite pour rappeler également à tous ceux et toutes celles qui nous suivent que ce débat sera disponible en replay sur le site www.rdvexpertise.fr. Le prochain rendez-vous de l'expertise, ne le manquez pas, il se tiendra donc le 18 novembre prochain, donc dès 14h30 heure française, sur les 10 ans de l'initiative. Alors l'initiative, c'est une facilité mise en œuvre par Expertise France, complémentaire du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Elle apporte une assistance technique et des appuis financiers catalytiques aux pays récipiendaires du Fonds mondial pour améliorer l'efficacité de ces subventions et renforcer l'impact sanitaire des programmes financés. Donc elle contribue aussi ainsi à garantir l'efficacité de la riposte aux pandémies, donc on est en plein sujet, et des systèmes pour la santé. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations sur ce prochain événement, à nouveau donc sur www.rdvexpertise.fr et n'oubliez pas le hashtag #RDVExpertise. Merci beaucoup à toutes et à tous.